Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble le Mid-Year Book Tag. C'est une vidéo que j'adore faire puisqu'elle permet de faire un petit peu le point sur la première partie de l'année. Mais cette année, j'ai décidé de twister un petit peu tout ça en ajoutant tout d'abord une partie statistique et ensuite on s'attaquera au tag en lui-même. Donc on va commencer tout de suite. Comme je l'ai dit, on va débuter cette vidéo de bilan de mi-année par quelques statistiques pour voir un petit peu quelles sont mes habitudes de lecture, quels sont mes genres de prédilection, etc. À l'heure où j'ai écrit cette vidéo, j'avais découvert pas moins de 32 livres, parmi lesquels il y a 13 romans, 11 mangas, 5 bandes dessinées et un seul comics. Au niveau des formats de lecture, je reste assez fidèle au roman papier puisque j'ai écouté 2 audiobooks, lu également 2 livres au format numérique et forcément le reste, à savoir 28 livres en format papier classique. J'ai également lu 13 genres différents, mais le trio de tête pour le moment ce sont tout d'abord les seinen avec 7 titres différents, ensuite on a les contemporains avec 5 titres et enfin les mythes et mythologies talonnent avec 4 titres. Cette percée des romans contemporains reflète vraiment l'évolution de mes goûts littéraires puisqu'il y a encore quelques années je ne parvenais pas à lire 5 romans contemporains sur une année complète. Je me suis également intéressée au nombre de pages lues cette année et au total, ce n'est pas moins de 7750 pages qui ont déjà été dévorées, le plus gros livre étant Fraternidad de Thibaut Vermeaux, dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo et qui comporte 619 pages. Mais pour aller plus loin, j'ai voulu voir les différentes proportions de pages, donc j'ai divisé mes livres lus en différentes catégories. Nous avons tout d'abord les livres qui font moins de 100 pages où il n'y a qu'une seule entrée. Après, j'ai mis les livres entre 100 et 250 pages, catégorie qui contient 18 livres. Le palier suivant est consacré aux livres qui font entre 250 et 350 pages. Et là, nous avons 3 livres. Ensuite, pour les livres entre 350 et 450 pages, on a 5 livres. Et enfin, la dernière catégorie est consacrée aux livres de plus de 450 pages. Et là, nous avons 2 livres. Je ne suis vraiment pas étonnée du résultat parce que c'est vrai que j'ai lu pas mal de livres plutôt courts. J'avais pas forcément envie de lire plein de pavés, mais pour la seconde partie de l'année, c'est vrai que j'aimerais lire plus de livres longs. Et pour finir cette petite partie statistique, je me suis intéressée aux notes que j'avais données aux livres que j'ai lus. Pour faire simple, j'ai à nouveau fait des catégories, à savoir moins de 10, 10 à 12, 13 à 14, 15 à 16, 17 à 18 et enfin 19 à 20. Et la catégorie la plus fournie, c'est celle des notes qui vont 15 à 16 avec 10 livres, suivie par la catégorie des notes de 19 à 20, où on retrouve 8 livres, ce qui est franchement pas mal. Quand on voit ce graphique, on peut comprendre que l'année de lecture a plutôt bien commencé. Alors certes, je n'ai eu que 2 coups de cœur pour les romans et un seul pour les illustrés, mais j'ai déjà connu des années bien pires et où les portions de notes les plus basses étaient malheureusement les plus remplies. J'espère que ça continuera ainsi pour le reste de l'année, mais ça on verra dans le bilan de fin d'année. Maintenant, on peut passer au vif du sujet, à savoir le Mid-Year Book Tag. Pour la première question, à savoir quelle a été ma meilleure lecture depuis le début de l'année, j'ai hésité entre 2 titres, mais comme le deuxième livre pouvait répondre à la seconde question, j'ai finalement tranché pour Célèbre de Maud Ventura, publié aux éditions de l'Iconoclaste. Célèbre raconte l'histoire de Cléo Louvan, une jeune franco-américaine qui rêve d'être une star, une célébrité qui marquera durablement son époque, et à la surprise de tous et de toutes, excepté la sienne, elle y parvient. Et elle nous raconte comment elle a gravi les échelons, les sacrifices qu'elle a dû faire et comment elle est parvenue à rester au sommet.
J'en avais déjà parlé dans mon dernier update lecture, donc si vous souhaitez mon avis détaillé, je vous renvoie à la vidéo qui est indiquée dans le petit i. Ce roman, ça a été une révélation pour moi. En l'empruntant à la bibliothèque, je ne pensais pas que je passerais un si bon moment de lecture et que j'aurais du mal à le rendre tant j'avais envie d'y retourner, de relire des passages, de faire en sorte que l'histoire ne s'arrête pas. L'histoire que raconte l'autrice est passionnante du début jusqu'à la fin. On prend directement plaisir à suivre l'histoire que nous raconte Cléo. On arrive à s'attacher à elle, à avoir de l'empathie pour elle, alors que dès le départ, on est loin du personnage très sympathique. Non, Cléo est imbue de sa personne, prétentieuse, se pense supérieure et considère tout ce qui l'entoure comme indigne d'elle. Mais inexplicablement, l'étincelle s'est créée chez moi et j'ai eu une espèce de fascination malsaine envers elle. C'est-à-dire qu'humainement, je la détestais et j'adorais la détester, mais je voulais aussi voir ce qu'elle allait mettre en place pour atteindre ses objectifs et comment elle allait parvenir à être célèbre. Et grâce à Cléo, l'autrice dénonce habilement le monde des célébrités, ce que ça fait de placer des personnes comme divines et intouchables parce qu'elle crée des œuvres musicales en l'occurrence. Elle parle aussi du business dans le monde de l'art et comment la diffusion et la commercialisation dépouillent les artistes d'une part de leur œuvre, comment on s'approprie leurs mots et leurs souffrances. Franchement, c'était brillant et ultra addictif. Les 500 pages sont passées toutes seules et je n'avais pas du tout la sensation de lire un nombre de pages assez impressionnant tant j'étais plongée et captivée par cette lecture. Je ne vous en dirai pas plus si ce n'est qu'à l'heure actuelle, ça a été l'une de mes meilleures lectures de l'année. La meilleure suite de saga, c'est clairement Coyote perdu et retrouvé de Dan Gemmeinart qui est paru chez Pocket Jeunesse. Ce roman est la suite directe de l'incroyable voyage de Coyote Sunrise dont j'ai déjà parlé à de très nombreuses reprises, que ce soit sur la chaîne ou sur mon compte Instagram. Et évidemment, comme c'est un tome 2, je vais devoir un petit peu spoiler les événements du premier tome. Donc si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez passer directement à la question suivante. Bref, nous suivons toujours l'histoire de Coyote et de son père Rodeo qui ont décidé d'arrêter de fuir, de vagabonder d'état en état et se sont installés dans l'état de l'Oregon. Rodeo commence petit à petit à faire son deuil et Coyote, elle, a beaucoup de mal à trouver sa place au collège. Et un jour, Coyote va tomber sur une boîte contenant les cendres de sa mère et ils vont décider de partir à nouveau en voyage afin de les disperser. Pareil que pour Célèbre, j'avais déjà parlé de ce roman dans un précédent update lecture, donc je vais essayer d'être rapide et concise. Je n'attendais pas du tout cette suite étant donné que l'incroyable voyage de Coyote Sunrise avait été écrit comme un one-shot, mais le personnage de Coyote ayant eu son petit succès et vu les nombreuses demandes pour la retrouver, l'auteur a imaginé cette suite, mais on sent qu'il a vraiment respecté ses personnages, qu'en réalité cette suite elle était nécessaire pour que Coyote et Rodeo puissent poursuivre leur processus de deuil. Combien de fois je me suis dit que telle ou telle suite n'était franchement pas nécessaire, qu'elle n'apportait absolument rien à l'histoire ou à ses personnages, et bien là c'était pas du tout le cas. C'est vraiment la suite dont on avait besoin, mais on ne le savait tout simplement pas. L'histoire m'a à nouveau bouleversée, j'ai ri, j'ai pleuré, parfois les deux en même temps. C'est d'une justesse folle. À aucun moment on ne tombe dans le pathos, mais on bascule pas non plus dans un optimisme forcé. J'ai adoré retrouver Coyote, Rodeo, mais aussi d'autres personnages ultra attachants qui permettent à notre protagoniste d'évoluer encore plus, de voir les choses avec un autre angle et qui l'aident tout simplement à devenir la personne que Coyote veut être. C'était super beau, très touchant et je sais pas s'il y aura un 3e tome ou si les aventures de Coyote s'arrêtent là, mais j'ai été ravie de la retrouver et si il y a une suite, eh bien je la découvrirai avec grand plaisir. Comme chaque année, c'est une question difficile pour moi parce que je ne suis pas assidûment les sorties littéraires. Pourtant, j'avais repéré le roman Impératrice des airs, écrit par Pete Fromm et publié chez Gallmeister.
par facilité, je vais vous lire la 4e de couverture. Midge et Flea sont comme 2 sœurs. Elles ont grandi dans le Montana, élevées par leur père Taz et Rudy, 2 amis. La mère de Midge est morte en couche. Celle de Flea est partie peu après sa naissance. Alors que ses études éloignent Midge du cocon familial, Flea ressent de plus en plus vivement l'absence de sa mère, dont son père refuse de lui parler sérieusement. Tourmentée par la question de ses origines, elle retrouve sa trace non loin de là, au Canada. Flea décide de partir à la rencontre de cette femme. Entre doute et curiosité, elle devine qu'elle s'apprête à aborder un moment décisif de son existence, celui de son passage à l'âge adulte. Je n'ai jamais lu de roman de Pete Fromm, mais c'est quelque chose que j'aimerais résorber cette année puisque j'ai récemment acheté Le lac de nulle part qui me faisait envie depuis un bon bout de temps. Et pour Impératrice des airs, il y a beaucoup de choses qui me parlent dans le résumé, qui sont susceptibles de me plaire comme la recherche d'identité, les amitiés fortes, etc. Donc si je tombe dessus, je serais vraiment intéressée de le découvrir. Ma plus grosse déception depuis le début de l'année n'a pas changé. Il s'agit toujours de Happy Place de Emily Henry, publié chez Hauteville. Assez brièvement, nous suivons l'histoire d'un groupe d'amis qui se retrouvent tous les ans en vacances dans la villa familiale de l'une d'entre elles, mais cette année les choses sont un petit peu différentes. La villa va être vendue et Harriet et Win, le couple phare de ce groupe d'amis, ne sont plus ensemble depuis des mois et comme personne n'est vraiment au courant, ils vont devoir faire comme s'ils étaient toujours en couple. J'ai dédié toute une vidéo à ce livre puisqu'il fait partie de ma sélection pour la quête de la romance parfaite et autant vous dire que ce n'est pas avec celui-ci que ma quête pourra prendre fin. Il y a des red flags de partout, que ce soit dans les relations amicales dans lesquelles il y a beaucoup de manipulation et de chantage ou que ce soit dans la relation amoureuse entre Win et Harriet qui est plus qu'étrange. Ce couple ne repose que sur du vent et j'ai eu du mal à sentir l'alchimie entre eux. Seul le personnage de Cléo a trouvé grâce à mes yeux, seulement c'est un personnage secondaire, donc son impact sur le récit est plus que limité. C'était aussi brouillon, mal écrit, mal construit, vraiment à milieu de ce qu'a pu être comme dans un roman d'été qui m'avait fait passer un très bon moment. Et c'est pour ça que j'ai envie quand même de redonner une chance à Emily Henry, notamment avec People We Meet on Vacation, qui est connu pour être son meilleur roman, mais pour Happy Place, vraiment, passez votre chemin. En ce qui concerne ma plus grosse surprise, je n'ai pas dû réfléchir bien longtemps, j'ai directement pensé à Fraternidad de Thibaut Vermeaux, publié aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Dans ce roman, nous suivons l'histoire de Ed Perry, qui est aux yeux de tous et toutes un véritable loser. Le pauvre n'arrête pas de se faire harceler violemment au lycée et est ignoré par les propres membres de sa famille, mais il y a une chose qui le fait tenir. Tous les vendredis, après les cours, il se rend dans un manège, loue un cheval et chevauche à travers la campagne anglaise en se déguisant en mousquetaire. Seulement, un vendredi, ses harceleurs vont le suivre et ils vont mettre le feu à sa tenue et l'humilier pendant son seul moment de répit. Et au lieu de se morfondre, de s'apitoyer sur son sort, Ed décide de raconter cette histoire sur internet et à partir de là, sa vie va prendre une tournure pour le moins inattendue. Fraternidad, c'était le plus vieux livre de ma pile à lire et généralement les livres que j'achète et qui traînent dans cette pile sont, s'ils survivent aux différents tris, des déceptions. Et je m'attendais à ce que ce soit pareil ici, d'autant plus que j'avais acheté ce livre plus ou moins au moment de sa sortie, à savoir fin d'année 2019, et depuis mes goûts ont bien évolué. Ce livre me faisait toujours envie, mais j'avais très peur de son exécution, de voir à quel point cette histoire pouvait être tellement ancrée dans son époque qu'elle aurait malheureusement déjà mal vieilli. Eh bien, je me suis trompée et franchement, je suis heureuse d'avoir donné une chance à ce livre, d'avoir écouté mon instinct qui me disait sans cesse que ça allait être cool comme histoire, que ce serait un peu un ovni, mais pas un ovni désagréable à lire si vous voyez ce que je veux dire. J'avais adoré découvrir cette histoire haute en couleurs qui mêle habilement le récit contemporain et les histoires fantasques des récits de Cap et d'épée.
où l'histoire est palpitante, intense et parfois un peu déjantée, mais qu'on aimerait qu'elle ne s'arrête jamais. L'histoire de Ed Perry et de sa bande, elle m'a fait rêver, elle m'a fait voyager à travers les époques et les lieux. J'ai vibré avec cette histoire, avec ces personnages attachants qui n'ont cessé d'évoluer afin de dépasser les carcans qu'on leur avait imposés. Alors certes, c'est quand même un beau petit pavé de 600 pages et j'ai pris quelques semaines pour le lire, mais je ne regrette absolument pas le temps que je lui ai consacré. J'en attendais rien et il a vraiment su me cueillir, alors il mérite toute sa place ici. Ça a été difficile de choisir un personnage préféré et ne pas citer à nouveau le personnage de Coyote ou un autre personnage dans un livre qui a déjà été cité. Donc mon choix s'est porté sur un personnage de la bande dessinée Eurydice, dessinée par Solène Guivre et scénarisée par Lou Luby. Cette bande dessinée, c'est une réinterprétation du mythe d'Orphée où celui-ci descend jusqu'aux enfers pour retrouver Eurydice, mais qui la condamne à rester là-bas parce qu'il s'est retourné au tout dernier moment, ce qu'Hadès lui avait interdit. J'ai lu pas mal de BD de Lou Luby cette année, notamment Racine qui parle de l'histoire autour de cheveux frisés, mais également Comme un oiseau dans un bocal qui vulgarise les notions de haut potentiel intellectuel et de QI. Pourtant, c'est pour Eurydice que j'ai eu un coup de cœur. J'avais été captivée par les graphismes qui sont juste sublimes, l'histoire par cette réécriture moderne et très intelligente qui replace Eurydice en héroïne qui est maîtresse de ses propres décisions. Mais pour moi, le personnage principal de cette histoire, c'est pas Eurydice ni même Orphée. Selon moi, c'est Calliope et c'est ce qui explique sa place dans cette vidéo. C'est un personnage très intéressant parce qu'elle est forte, elle reste droite et suit ses convictions tout en ayant conscience des réalités et des conséquences de ses actions. Et c'est un personnage que j'aurais voulu suivre encore longtemps, mais j'ai tellement adoré cette BD que j'aurais voulu qu'elle fasse 100 ou 200 pages de plus. C'était un coup de cœur, une BD à découvrir de toute urgence et je pense que comme moi, vous allez adorer le personnage de Calliope. Je m'étais fixé une règle pour cette vidéo, à savoir éviter au maximum de citer 2 fois le même livre, sauf que pour la question relative au livre qui m'a fait pleurer, eh bien, je n'en ai qu'un qui me vient à l'esprit et c'est Coyote perdu et retrouvé de Dan Gemenhardt, publié chez Pocket Jeunesse. Je ne rajouterai rien sur ce livre puisque j'en ai déjà pas mal parlé dans l'update lecture que j'ai cité et dans une précédente catégorie, donc suivant. Une question un petit peu compliquée pour moi parce que j'ai pas lu de livre feel good où la bonne humeur régnait. Donc j'ai été un petit peu fouillée, tordu le sens de la question et j'en suis arrivée à me dire que Racine de Lou Luby, publié chez Delcourt, m'a rendue heureuse. Racine, comme je le disais, c'est une BD qui parle de cheveux frisés, de l'histoire qu'il y a autour de cette texture de cheveux, mais également de tous les impacts que cela provoque chez une personne qui a cette nature de cheveux. Alors, en quoi cette BD m'a rendue heureuse ? Déjà parce que j'ai appris 1000 choses. Je savais qu'en commençant la BD que Lou Luby allait traiter le sujet avec passion, humour et pertinence. Cependant, je n'imaginais pas la quantité de choses que j'allais apprendre et toutes les répercussions qu'ont les cheveux frisés. Je n'imaginais pas toute l'histoire qu'il y a derrière, tous les produits chimiques et dangereux pour notre corps et pour notre santé que ces femmes utilisent afin de lisser temporairement leurs cheveux, le peu de formation professionnelle mis en place pour coiffer ce type de cheveux, parce que c'est pas parce qu'on voit sur Instagram des tonnes de routines pour les cheveux bouclés que ces personnes-là sont coiffeurs et coiffeuses de profession, et à mon avis, ils et elles ont aussi dû pas mal galérer pour trouver les bons produits et les bons gestes pour bien traiter leurs cheveux. Mais ça m'a aussi rendue heureuse parce que je me suis sentie comprise à travers l'histoire de Rose. Alors non, j'ai pas les cheveux frisés, les miens sont ondulés, mais comme Rose, j'ai vu à travers les produits culturels ou le regard des autres que mes cheveux n'étaient pas la norme, que j'ai eu des coiffures parfaites pour les cheveux lisses, mais que sur moi ça ne donnait absolument rien parce que ça ne respectait pas ma nature de cheveux, que moi aussi je voulais les lisser parce que ça me donnait l'impression qu'ils étaient longs, soyeux et en bonne santé.
Ça fait longtemps que je me suis réconciliée avec ma nature capillaire, mais je n'avais pas encore eu une BD qui mette en image de manière très précise mon ressenti et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été comprise. Franchement, lisez Racine, c'est un ouvrage absolument passionnant, richement documenté et qui nous offre plein de clés de compréhension qui parlent de sujets de société, etc. Je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir lu. Le plus beau livre que j'ai acheté, c'est sans aucun doute le deuxième tome de la saga Émilie, qui s'intitule donc L'Ascension de Émilie. C'est écrit par Lucie Maud Montgomery et publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Avant de vous expliquer les raisons de cet achat, alors que le premier tome est toujours dans ma pile à lire, je vais rapidement vous lire la 4e de couverture du premier volet des aventures d'Émilie. Après 10 merveilleuses années d'une existence libre et presque magique, aux côtés de son père, Émilie Bird Star se retrouve soudain arrachée à son foyer et confiée à de lointains parents, pétris de règles et de traditions dans la digne et rurale demeure de New Moon. Néanmoins, la fillette à l'âme indomptable est capable de faire face à tout, car elle possède un secret. Elle écrit. Décidée à devenir poétesse, elle trouve dans les mots une forme de résilience, une échappatoire à la tristesse, un moyen de déverser les trop-pleins d'un caractère sensible. Véritable alchimiste, elle transforme le plomb du quotidien en or vaporeux. Armée de sa poésie et de son piquant sens de l'observation, elle observe le monde qui l'entoure, résout ses conflits et rend coup pour coup. Parfois d'humeur sombre, elle ne cède jamais au désespoir, car sa solitude est celle des poètes, de celles et ceux qui nourrissent leur feu intérieur de paysages, de vie et de détails afin de rendre leurs pages incandescentes. Si les mots sont ses alliés, elle peut aussi compter dans sa quête sur ses compagnons inoubliables, son attachant cousin Jimmy, que tout le monde prend à tort pour un idiot, Ilse, son amie audacieuse au tempérament volcanique, qui ne croit ni en Dieu ni aux fâcheries qui durent, Teddy, le jeune artiste qui doit cacher à une mère un peu trop protectrice ses aspirations, ou encore Perry, le garçon de ferme rugueux qui ferait tout pour Émilie. Se fera-t-elle à la vie à New Moon? Partira-t-elle à la recherche du diamant perdu? Empruntera-t-elle le chemin d'hier ou celui de demain? Et plus que tout, parviendra-t-elle à écrire son premier poème? Généralement, je n'achète pas le second tome d'une série avant d'avoir lu le premier, mais c'est l'autrice de Anne de Green Gables, donc je crois que je ne prends pas trop de risques avec cette saga. Et puis, je l'avais acheté sur Gilbert Joseph lors d'une période de réduction sur les livres d'occasion. Et vu les réductions et l'état plus qu'excellent du livre, c'était une occasion qui ne se loupait pas. Après, je pense quand même attendre d'avoir lu le premier tome pour acheter le reste de la saga, même si je ne doute pas que tout ceci va beaucoup me plaire. Et je termine cette vidéo avec une petite liste de livres que j'aimerais lire d'ici la fin de l'année. Comme la vidéo est déjà assez compacte, je vais essayer d'être brève avec les livres que je présente et au lieu de vous donner un résumé complet, on va plutôt partir sur quelques mots-clés. Dans ma pile à lire, j'aimerais beaucoup découvrir Le lac de nulle part de Pete Fromm, publié chez Gallmeister. Là, on est sur un road trip en canoë sur un lac gelé au Canada, mais qui va se dérouler dans des conditions extrêmes. Toujours dans ma pile à lire, j'ai Les Aiguilles d'or de Michael McDowell, paru chez Monsieur Toussaint Louverture. C'est un roman historique et horrifique qui parle de corruption dans les quartiers dangereux de New York. Dans ma wishlist, il y a Les lendemains de Melissa d'Acosta chez Albin Michel, un roman feel good sur la guérison et la résilience. Je voudrais aussi lire Le temps d'après de Jean Higland, publié chez Gallmeister. C'est la suite du roman Dans la forêt que j'avais lu l'année passée et que j'avais adoré. Toujours chez Gallmeister, évidemment, j'aimerais lire L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel parce que c'est Tiffany McDaniel. Et je vous donne un dernier livre pour la route puisque j'aimerais également découvrir incessamment sous peu Aucune tombe assez profonde du duo Scotty Young et George Corona, publié chez Urban Comics, qui est un western un petit peu fantastique et qui me tente beaucoup. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à répondre aux tags dans l'espace des commentaires, je serai ravie
d'en discuter avec vous. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et qui vous permet par la même occasion d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.